À l'heure où la fracture sociale n'a jamais semblé aussi importante dans notre pays, où la tendance au repli sur soi est latente, où la peur de l'étranger est partout, notre grand invité est un militant du dialogue, un militant de l'échange, un défenseur de la langue française et de la maîtrise de l'art oratoire. Stéphane de Freitas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes réalisateur, entrepreneur social. On vous a découvert il y a 3 ans, puisque vous êtes à l'origine d'un formidable documentaire. Ça s'appelait À voix haute. Vous y racontiez un concours d'éloquence au sein de l'université Saint-Denis. Alors Saint-Denis, c'est au cœur de la Seine-Saint-Denis, au cœur du 9-3. Comment des jeunes se sont révélés aux autres et à eux-mêmes en apprenant à maîtriser et à s'exprimer à voix haute. Stéphane de Freitas, vous êtes à l'origine de l'association Eloquentia qui organise ces concours d'éloquence pour des jeunes qui peut-être n'y auraient pas forcément accès. Ce n'est pas forcément le concours, c'est surtout la préparation du concours. Et puis comme vous êtes persuadé qu'il est important que l'on se parle dans notre pays, vous venez de publier aux éditions Le Robert un livre qui est un manuel, un guide pédagogique, Porter sa voix, s'affirmer par la parole, un livre qui s'adresse à ceux qui veulent travailler leur éloquence et puis à ceux qui veulent peut-être diffuser cette culture de l'éloquence dans notre société. Alors vous militez pour l'apprentissage de la prise de parole. Stéphane de Freitas, notre société a plus que jamais besoin de se parler ? Tout à fait. L'objet de l'ouvrage de Porter sa voix, c'est de plaider pour ce que j'appelle la prise de parole éducative. Je sais qu'après la sortie d'À voix haute, on parle beaucoup d'éloquence ou de rhétorique. À mon sens, l'éloquence est un effet. C'est quand on arrive à être aligné entre ce qu'on ressent dans ce travail d'introspection, dans notre cœur, dans nos tripes aussi parfois, qu'on arrive à conceptualiser, à structurer. Et là, les canevas de rhétorique pour organiser un propos, un discours, des réflexes argumentatifs est très utile. Puis ensuite, choisir les bons mots pour les partager avec les autres. Et quand cet alignement se fait, on est dans ce qu'on appelle en congruence, c'est-à-dire aligné, et qu'on soit timide, qu'on ait une voix aiguë, qu'on ait une voix grave, qu'on n'ait pas forcément beaucoup de vocabulaire. À ce moment-là, quand on est centré de cette manière-là, les mots qui sortent deviennent naturellement éloquents. Et donc, le travail pour lequel je milite, c'est vraiment la prise de parole éducative, en ce sens que dans le système scolaire... Alors, on va y revenir au système scolaire. Je veux d'abord qu'on parle de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. On a du mal à se parler ? Tout à fait. On est la génération la plus métissée de l'histoire de l'humanité. On est dans un pays, la France, qui est un carrefour géographique, un millefeuille historique de culture. Aujourd'hui, on va dire, il y a des populations, on parle souvent des populations maghrébines, africaines, mais avant ça, c'était les Polonais, les Portugais, les Italiens. Avant ça, les Basques, les Bretons. On a dû faire société... avec une assimilation de métissage. Et aujourd'hui, avec l'ère du réseau, il y a une spécificité dans le dialogue de société, c'est qu'on est cette génération la plus métissée de l'histoire de l'humanité et on doit co-construire la société de demain. Avec l'ère des réseaux sociaux, on a des jeunes qui ont pris l'habitude d'avoir voix au chapitre. On a des voix qu'on n'entendait pas, que ce soit même des militantismes, que ce soit le militantisme des inégalités vis-à-vis des femmes, mais des minorités visibles par rapport aussi à certaines communautés qui se faisaient discriminer, que ce soit pour des raisons religieuses ou autres. Donc on doit réapprendre à dialoguer dans une société, dans un monde à voix multiples, et c'est un défi important, parce qu'on l'a vu en France, cette crise sur la liberté d'expression qu'on a vécue, son apogée ces 10 dernières années, montre bien à quel point c'est difficile. Et pourtant, si on est différent et qu'on ne se comprend pas, on peut pas se comprendre. Et si on ne se comprend pas, il n'y a pas d'idéal commun. Et s'il n'y a pas d'idéal commun, il n'y a pas de pacte de société. Il faut libérer la parole. Donc ma conviction, c'est qu'avant même d'être de droite ou de gauche, et libéral ou socialiste, il n'est pas là l'enjeu principal. Il est comment on apprend à une génération à échanger, à dialoguer, à se comprendre dans nos différences pour pouvoir définir un idéal commun pour lequel on veut se battre et qui va faire en sorte que les gens sont peut-être prêts à travailler plus, sans forcément gagner plus, mais en tout cas à faire société ensemble. Il est là, à mon sens, l'enjeu numéro 1. Stéphane de Freitas, on va écouter un extrait de votre film à voix haute et puis je vous donnerai la parole juste après. Déjà, je suis issu d'un quartier assez difficile, on va dire, où bien parler est plus une tare qu'autre chose. En fait, j'ai grandi dans un endroit où plus les mots étaient simples, étaient rébarbatifs, étaient durs, plus on était respecté. C'était plus à base, je sais qu'il ne faut pas utiliser de gros mots, mais pour bien décrire dans le milieu dans lequel j'ai grandi, c'était plus à base de « wesh ma gueule, nique ta mère » et tout. Ça passait mieux qu'un « ouais, je voudrais dire que par ma pensée... C'était Johan, un des jeunes de ce film à voix haute. La maîtrise de la langue à l'oral, c'est vraiment un frein
à l'émancipation de cette jeunesse ? Alors, l'idée qui se cache derrière la prise de parole éducative, c'est vraiment qu'en fait, on ne nous habitue pas à l'école. La tradition scolaire fait que l'enseignant est dans cette place en fait, où il détient la parole. Les élèves sont censés prendre des notes, écrire, et la classe est un lieu où finalement il y a peu d'interaction, notamment entre les jeunes. Et quand on voit les pédagogies alternatives qui reviennent à la mode, parce que justement elles mettent l'élève au centre, comme que ce soit les pédagogies Montessori ou encore le militantisme de Céline Alvarez plus récemment, pour que dès le plus jeune âge on habitue les jeunes à se questionner, à se parler, parce que si on veut développer l'esprit critique, je sais qu'il y a cette arlésienne aujourd'hui dans l'éducation nationale de se dire comment on développe l'empathie, l'esprit critique, pour que l'école soit aussi un lieu d'apprentissage du savoir-être et non pas uniquement du savoir. Ça passe à mon sens par apprendre à formuler des idées, à mettre un mot sur la chose, sur nos ressentis, développer, parce que quand on prend la parole, l'appétit vient vraiment en mangeant. Casser au début les canevas, sortir de ses hontes, sortir de ses complexes, se découvrir aussi. S'exprimer, ça touche à notre intimité, parler à voix haute, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que quand on parle à voix haute face à ses camarades, on se révèle aux autres, on est obligé de le faire. Donc il y a aussi un travail d'introspection, de se dire mais qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Quels sont mes rêves ? Quelles sont mes ambitions ? Pourquoi je ne partage pas la vie de mon camarade sur une question de société, que ce soit des questions comme la théorie des Illuminati ou parfois même au lycée la privatisation de la SNCF, c'est des choses qui peuvent faire débat. Donc en fait de s'habituer à se confronter à l'opinion des autres dans des valeurs de respect, d'écoute et de bienveillance. Parce que c'est ça aujourd'hui qui manque. On a, avec les réseaux sociaux, des multiples fronts de discussion, mais la parole est assimilée à un sport de combat où en fait il faut aller, quand l'autre pense autrement que nous, en fait, on est dans une parole de l'agression, de la violence, il faut punchliner. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la punchline. Des slogans, il faut frapper les esprits. Donc la parole est assimilée à ce sport de violence et on a peu d'agora où on peut parler dans le respect, l'écoute et la bienveillance. Et à mon sens, l'école, et ce, dès le plus jeune âge, on commence les expérimentations en élémentaire, on est en place en collège, lycée et université, on s'adresse, aujourd'hui on forme à peu près plus de 1800 jeunes, et Eloquentia est la plus grande structure qui forme à la prise de parole, et j'ai eu la joie de pouvoir rencontrer le ministre M. Blanquer et de voir que l'oralité, avec le retour de Laura Lobac, était un signal très fort, et qu'il y avait une prise de conscience aussi au niveau de l'État, de la nécessité de remettre l'oral et plus d'oralité dans le système éducatif. Et c'est quelque chose qui les intéresse, les jeunes, de maîtriser la langue, de parler bien, de s'exprimer correctement ? Tout à fait. En fait, on est... alors, Eloquentia est née en banlieue et souvent il y a beaucoup de jeunes qui sont complexés par leur façon de prendre à l'oral, parce que il y aurait en banlieue, et c'est vrai, moi je viens de là, il y aurait un langage comme ça de tchékard, et avec parfois des habitudes qui sont prises par certains élèves qui se sentent ensuite complexés quand il s'agit de s'exprimer face à un enseignant, et qui plus tard, lorsqu'il est question de trouver un job... La langue les stigmatise. Tout à fait. Et finalement, le plus tôt possible à l'école, mettre des situations où il faut faire un débat, un pour-contre, même des exercices où on présentait un journal, la radio par exemple, être présentateur radio, présenter l'actualité, toutes ces choses-là qui les obligent à être éveillés sur ce qui se passe au quotidien, ce qui se passe au quotidien aussi dans leur établissement scolaire, pas uniquement dans la société, d'échanger, de dialoguer et de s'habituer à interagir ensemble, c'est ce qui permet en fait de développer l'empathie, l'écoute active et l'esprit critique. On a beaucoup parlé avec le mouvement MeToo de la nécessité de libérer la parole. Vous prenez une libération de la parole, mais une parole aussi encadrée, structurée, qui s'appuie sur un raisonnement ? Tout à fait. Nous, ce qu'on demande, c'est pas aux élèves finalement de se clasher. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a cette culture de ce que j'appelle la clash culture, où tout le monde peut s'exprimer et finalement sans réellement s'écouter. Et l'enjeu à mon sens, de la prise de parole éducative, ce n'est pas seulement de former à parler, à prendre la parole, mais aussi d'apprendre à s'écouter. C'est le mariage des deux. C'est plus difficile ? C'est extrêmement compliqué d'apprendre à écouter. Et c'est même... non, je ne veux pas dire que c'est plus facile, c'est aussi difficile. Et pour certains, c'est plus facile de prendre la parole que d'écouter, et vice-versa. Mais c'est vraiment le mariage des deux qui permet, en réalité, quand on est dans un débat ou quand on doit faire un discours, de bien avoir anticipé la réfutation. La réfutation, c'est les arguments qu'on est susceptible de nous opposer,
pour être le plus pertinent possible. Et alors dans les écoles, quand vous intervenez, quelle est votre pédagogie? Comment ça se passe pour essayer de développer ce goût de la prise de parole? Parce qu'on revient de loin, vous nous l'avez dit à l'école. Hein. Tout à fait. L'enseignement de la prise de parole a disparu depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est quelque chose... On avait des cours de rhétorique, on n'en a plus du tout. Exactement. Mais en même temps, l'éloquence que vous voulez diffuser, c'est pas forcément la rhétorique. Non, c'est pas. Alors, la rhétorique, on entend beaucoup de choses par la rhétorique. En tout cas, c'est pas la rhétorique sophiste au sens péjoratif du terme, parce que tout n'est pas péjoratif dans l'enseignement des sophistes. En tout cas, nous, dans la pédagogie Porter sa voix, c'est un voyage au détour de 5 matières. Donc il y a la rhétorique, où on prend dans la rhétorique les canevas du discours, l'art d'argumenter, les techniques d'argumentation, que ce soit comment on fait une déduction, une induction, un syllogisme, une majeure, une mineure, ça c'est des termes un petit peu techniques. Il y a une deuxième matière, c'est l'expression scénique et non pas le théâtre, parce que l'objectif ce n'est pas de jouer des rôles, mais d'apprendre à partager ses émotions. Donc il y a des exercices qui permettent aux élèves soit de découvrir leur voix, de parler en fruits et légumes, de faire une discussion en fruits et légumes par exemple, l'objectif étant de sortir de sa personne. Le troisième temps, c'est du slam et de la poésie, pour développer la créativité aussi, l'esprit, enfin utiliser des modes d'expression plus artistiques. Et enfin, il y a 2 autres matières. Il y a la respiration, pour apprendre à maîtriser aussi sa respiration, la voix étant le moteur de la prise de parole, mais aussi pour gérer ses émotions par la respiration, de la méditation aussi. Et la dernière matière, c'est ce qu'on appelle l'aspiration personnelle ou professionnelle. Aspiration personnelle pour se questionner dès le plus jeune âge sur nos soft skills, c'est-à-dire nos aptitudes. Est-ce que moi, plus tard, je veux faire un travail solitaire, j'aime la communication, est-ce que je suis un garçon méticuleux ou plutôt un créatif? Vous êtes presque dans le développement personnel, là. C'est complètement un parcours de développement personnel qui... Via l'apprentissage de la prise de parole. Via l'apprentissage de la prise de parole, et c'est vraiment le parcours de l'ensemble de cette réflexion-là qui permet à la fin aux élèves de développer, d'une part, la confiance en eux, par la pratique de la prise de parole. Et c'est vraiment se révéler aux autres pour se révéler à soi-même. Et c'est la condition... Enfin, nous, avec l'expérience, on a mis en place ce procédé, cette pédagogie, pour des milliers de jeunes, et on s'est aperçu que c'est vraiment la combinaison de l'ensemble de ces matières-là qui permettait aux élèves de réussir à s'affirmer par la parole. Vous avez vu des jeunes se révéler? Vous avez vu des jeunes se transformer? Ah oui, enfin, chaque année, on a des jeunes, que ce soit au collège, au lycée. C'est simple, 95% des établissements scolaires où on intervient à la demande des élèves, à ce qu'on revienne en faire. Il y a une soif de faire de la prise de parole en établissement scolaire qui est énorme, avec une génération aussi qui est habituée dans les réseaux sociaux justement à avoir voix au chapitre. Et l'école finalement c'est un lieu où on s'assoit, on subit le savoir, ce qui est très bien. Enfin, les enseignants, je ne veux pas faire de généralité parce que énormément d'enseignants, nous on a des centaines d'enseignants qui nous ont contactés pour soit se former à la pédagogie Porter sa voix, 70 actuellement qui se forment à raison de 60 heures, 70 enseignants. On a commencé à former des enseignants de l'éducation nationale au mois de juillet, une quarantaine. Donc en fait, il y a c'est un mouvement de fond. Il y a un mouvement de fond, absolument. Énormément d'enseignants ont saisi que cette génération avait besoin d'être dans plus de participatif, de collaboratif, et qu'il fallait du coup remettre des temps d'oralité plus forts dans les enseignements traditionnels. Et bien sûr, militer pour l'apprentissage de la prise de parole, pour la maîtrise de la langue, c'est une façon aussi de lutter contre les dérives violentes qu'on peut observer parfois dans notre société. Exactement, une société où on arrive à échanger, où quand on n'est pas d'accord, on arrive à dialoguer, à remplacer le jugement par le questionnement. Ça, c'est aussi une grande règle à mettre en place quand on forme la prise de parole. Eh bien, en fait, on arrive à dénouer, à faire de la maïeutique, à se questionner tous ensemble, à se poser des questions, et finalement à entériner parfois un désaccord, mais à le faire de manière bienveillante, dans le respect de notre altérité, de nos conditions d'humain, et de ne pas avoir ce vieux réflexe pavlovien de se dire que lorsqu'une personne pense différemment de nous, eh bien, il faut lui sauter dessus, ou l'insulter, ou la critiquer, et ce qui empêche finalement derrière de créer le moindre lien, et à plus forte raison de faire société ensemble. Avec ces jeunes, il faut de la bienveillance, mais il faut aussi de l'exigence et de l'ambition. Ah oui, alors le fait d'être dans la bienveillance n'induit pas forcément d'être permissif. Il y a un cadre de valeurs qu'on pose quand on forme les jeunes, c'est le respect profond des opinions des uns et des autres, l'écoute de l'autre, c'est-à-dire donc dans le respect profond des uns et des autres, à la moindre moquerie, on arrête le cours, ou à la moindre altercation, on la gère tout de suite, sans être permissif. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la bienveillance. Bienveillance entendue
non seulement entre les élèves, mais aussi de l'enseignant envers ses élèves, dans cet amour de transmettre. Et puis de l'ambition. Et de l'ambition. Quand on doit formuler nos rêves, quand un des exercices consiste à dire faites-nous un discours pour formuler votre rêve le plus fou, et ben en fait, ça nous oblige à se questionner parce que parfois on ne s'autorise pas à se poser la question. Et derrière, de se poser la question puis de le formuler, parfois ça peut être une révélation. Merci beaucoup Stéphane de Freitas d'avoir été notre grand invité ce matin. Alors vous êtes aussi en train de préparer un réseau social, vraiment social, ça s'appelle le réseau Indigo. Vous reviendrez peut-être pour nous en parler. Ce livre, Porter sa voix, s'affirmer par la parole, c'est un guide pédagogique aux éditions Le Robert. Et puis bien sûr, ce film qu'on peut toujours voir à voix haute.